Bonsoir à tous. Regard croisé, première partie. Nous allons parler du Maroc, grand rituel d'allégeance pour les 20 ans de règne du roi du Maroc. Sur le plateau, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Basile, bonne arrivée. Merci Mathieu et bonsoir aux amis téléspectateurs de Neo TV et à mon grand ami. Francisco Napoukoura, journaliste, bienvenue. Oui, bonsoir Basile, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et très chers téléspectateurs, bonsoir. On va être rejoint dans la foulée d'ici peu par Fioclou, Messon à Danglé-nous. Premier sujet, le Maroc. Grand rituel d'allégeance pour les 20 ans de règne du roi. Napo, pour vous, ça vous dit quelque chose? Oui. Allégeance. Oui, là, en fait, c'est de coutume chez les Marocains. Depuis, je crois, 1930, de faire ce rituel à l'occasion duquel, comme on le dit, le mot allégeance apparaît, où chacun doit, n'est-ce pas, renouveler sa fidélité au roi. Et puis le cas spécifique, disons, du Maroc, c'est une royauté institutionnalisée et qui, n'est-ce pas, le roi est le chef suprême. C'est pas comme en Angleterre où le roi s'occupe pas de la politique. Ici, c'est le roi qui est tout, le seul souverain, et les gens l'ont fait à son père. Et au prédécesseur de son père, maintenant c'est le fils, et qui en jouit. Il est au pouvoir, ça fait déjà 20 ans. Voilà, c'est la réalité marocaine. On dit allégeance, ça existait chez eux il y a longtemps. On va écouter Basile Agbo sur la même question, allégeance au roi. Oui, le Maroc, qui a régné pendant 20 ans déjà. Oui, l'une des rares monarchies qui résiste toujours là, sur le continent africain. Et donc, je crois que c'est un rituel, comme on le dit, qui se fait. Justement, les gens se demandent à la maison, concrètement, c'est quoi? Oui, c'est le royaume au Togo, on est tellement épargné des... C'est un vœu de fidélité. Il faut jurer ça. Au premier, donc, du pays. Okay. Et donc, pour lui dire que nous serons toujours avec toi et puis il faut nous faire confiance. Nous allons même nous courber s'il le faut. On va même se mettre à plat ventre sur le faux. C'est-à-dire que pour prouver à la personne qui gère le pays qu'on est entièrement à ses ordres. Okay. Avec lui, c'est encore quelque chose, mais à ses ordres. Et que, bon, on peut mourir pour lui et on peut faire tout pour lui. Mais ce qui est remarqué, c'est que dans ces monarchies, on a comme l'impression que le roi se substitue à Dieu. Okay. Et il n'y a pas à contester les ordres du roi. Alors quand on parle de allégeance, ça veut dire que nous sommes prêts à ne rien dire de contraire à ce que vous allez dire, parce que c'est à vous l'honneur, c'est à vous tout. Malheureusement, dans cette monarchie, la situation n'est pas rose. Peut-être on y reviendra. Il y a 3 sur 4, ou bien 1 sur 4 Marocains qui ne sont pas instruits. Et puis le pays regorge d'une quantité de gens qui n'ont pas d'emploi. Et puis la situation des droits de l'homme, il faut également en parler. Le Maroc n'est pas un exemple d'un pays où il fait très bon vivre, mais puisque c'est une monarchie, eh bien on se comporte avec le roi comme si c'est avec son Dieu. Francisco, mais de quoi brandit le Maroc comme vraiment un Eldorado qu'il faut envier, surtout quand on a assisté un peu à cette entrée à nouveau du Maroc dans l'Union africaine par rapport qui a voulu faire partie de l'espace CEDEAO. Mais qui sont ceux qui adorent l'arrivée du Maroc? Peut-être c'est pour l'avoir, puisque nos pays, disons, de la CEDEAO, beaucoup veulent aller vers la démocratie. Et donc, ce qui attire le Maroc vers la CEDEAO sont ceux qui, forcément, peut-être veulent faire comme le Maroc, où on doit toujours faire allégeance
au guide suprême, je suis avec le président fondateur, c'est lui qui prime. Mais ce qui est intéressant dans ça, lorsque, vous voyez, même lorsque comment l'appelle-t-on, le souverain veut se montrer comme l'unique Dieu, mais les hommes qui se procèdent, et ils prient Dieu pour qu'il le garde longtemps en vie, pour qu'il lui donne longue vie. Ça veut dire que, au-delà du fait qu'il se comporte comme Dieu, c'est les hommes qui demandent encore, qui prient encore Dieu pour que Dieu le maintienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque les hommes seront fatigués, ils vont cesser de prier Dieu. Donc, quand il demandera à Dieu de lui barrer la route, ça va arriver. Donc, voyez, au-delà du fait, Agbo l'a dit tout à l'heure, le taux de scolarisation, je crois que c'est 2 sur 1, non sûr, presque moitié, pas 2 choses. Donc, en fait, surtout dans la localité isolée. Isolée, oui, surtout vers le nord. 27% de... Voilà, là même, il y a eu en 2016-2017 une révolte qui est liée, n'est-ce pas, à cette disparité dans le développement du pays. Mais au-delà, quand vous prenez quand même le Maroc, vous sentez qu'en termes de développement, bien sûr que la disparité existe. Lorsqu'on parle de Rabat, lorsqu'on parle de El Maroc et autres, vous sentez que vraiment il y a quelque chose qui se fait. Et depuis longtemps, quand vous voyez même les experts au niveau de l'agroalimentaire qui défilent dans nos pays pour les formations, vous sentez que beaucoup de Marocains, Tunisiens, donc bien sûr qu'ils sont dans une monarchie. La monarchie était plus sévère. Maintenez le fil. On va devoir marquer juste une courte pause et on revient sur le Maroc encore. Une nouvelle édition du journal d'un mois de 20 minutes, mais juste avant, voici l'essentiel à la une de l'actualité. En Algérie, le pays s'enlise dans la crise. Des centaines d'étudiants ont à nouveau marché à Alger pour le 23e mardi consécutif. Dans la foulée, cette réaction, celle du chef d'état-major de l'armée qui rejette les mesures d'apaisement demandées par le groupe des médiateurs pour lancer les consultations sur les modalités de la présidentielle. Autre chose, le président par intérim vient de limoger son ministre de la Justice. Au Libéria, la protestation contre le président George Weah se poursuit. Des heurts ont une nouvelle fois opposé des manifestants à Monrovia à la police qui a usé de gaz lacrymogène et procédé à des interpellations. Et puis, réunion d'urgence à l'Union africaine, l'organisation se prononce sur la crise au Soudan. Les chefs d'État, à l'unanimité, dénoncent la répression des manifestations. La dernière en date, celle de lundi. Bilan, 5 morts, tous des lycéens qui manifestaient contre la transition militaire en place. Voilà tous les titres. Excellente suite de nos programmes. Et yo, c'est comment? Ici, c'est I2Z, ZZ et The One. Je suis actuellement un producteur de films, un producteur de musique. Nous voulons réellement étendre notre force jusqu'aux autres pays africains comme le Togo. Nous sommes ici pour supporter le Togo dans l'industrie du cinéma. J'aimerais que tu supportes le mouvement, tu vois, ton gars là. Pour participer au projet de cinéma professionnel au Togo, inscrivez-vous en envoyant OK au 77 77 sur le réseau Togocel et suivez les instructions. Ensemble, mondialisons le cinéma togolais. Deuxième partie de Regard croisé. Mais toutefois, on va revenir sur le Maroc. Depuis quelques instants, Basile Agbo est sur le plateau avec nous, directeur de publication de Freedom Fighters. C'est quoi Freedom Fighters? C'est quoi? C'est un journal, oui. Le combattant de la liberté. Combattant de la liberté, c'est ça. Il y a même les deux noms sont sur le journal. Freedom Fighters, combattant de la liberté. Francisco Napokura, également sur le plateau. On était avec vous et vous nous parlez un peu de cette situation au Maroc où on assiste à un fort taux de ces jeunes-là qui n'ont pas scolarisé, où on parle de ce Maroc qui est un pays envié. Dans le même temps, il y a l'autre
l'autre face de la chose. Oui, l'autre face qui intéresse ceux qui aiment le développement, c'est qu'à côté de cette dictature ou chose, il y a quand même un travail de développement qui se fait et qui fait que le Maroc tend à aller ailleurs et est déjà aux portes de la CEDEAO, et ce qui veut dire que le Maroc est en train de chercher des marchés. Et ce marché existe. Quand vous allez sur le marché, il y a beaucoup de choses. Nous, on puise le phosphate ici, mais le Maroc fabrique de l'engrais et beaucoup de choses qu'on retrouve dans nos champs, qu'on importe. Donc, c'est ça. Eux, en entrant dans la CEDEAO, c'est pour des opportunités. Sinon, ils ont leur régime qui est là, et qui ne sera pas... qu'on ne va pas basculer rapidement du revers de la main. Il y a le père qui était là, Mohamed, le père, et à sa mort, son fils l'a suicidé, ça fait déjà 20 ans. Quand il est arrivé, il a annoncé, n'est-ce pas, des réformes, et certaines ont été tenues, mais le pays reste toujours coincé dans les mains de la famille. Et comme on vient de le voir, une allégeance pour renouveler encore. Ça veut dire que ce chef-là, il est là encore pour toujours, sauf dame chance peut-être pour le peuple la mort, ou bien parce que là-bas, il n'y a pas d'élection. Si vous l'avez, vous le supportez jusqu'à sa mort. Donc c'est le jour où les populations vont décider, voilà, on ne veut plus de vous, on vous renvoie, ou on dit on ne prie plus pour que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous bat la route, que ça va arriver. Donc le jour qui va tomber, sachez que c'est le peuple, quels que soient les moyens. Comme l'a dit un ancien président, quand je fais bien. Que Dieu me laisse continuer. Mais si ce que je fais est mauvais, qu'il me barre la route, et bon, Dieu l'a fait, peut-être l'a fait. Basile Abou, le Maroc à l'heure actuelle, quand on voit un peu allégeance au roi, oui, mais quel doit être le comportement du roi Mohamed VI, qui a encore 20 ans, tout semble encore rien fait, quoi. Il est encore jeune. Il a 55 ans. C'est qu'en 5 ans. Je crois qu'il a encore la vie devant lui. Mais ma question revient toujours. Est-ce que le peuple marocain est heureux? Bien. Parce que si le peuple marocain est heureux, ça doit normalement se sentir au travers donc de comment la population vit. C'est vrai que nous avons parlé d'un certain développement qui plaît et qui intéresse un peu la CEDEAO et qui voudrait donc l'accueillir, tout en sachant, il faut quand même qu'on le dise, que c'est le marché de la CEDEAO qui intéresse beaucoup plus le Maroc. Le Maroc n'est pas intéressé, je ne sais pas, par quoi que ce soit de plus que le marché de la CEDEAO. Alors, la question va se poser de savoir si tous ceux qui sont dans la CEDEAO vont vraiment... Aujourd'hui, il y a la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Je n'en disconviens pas. C'est vite fait ça, pour le Maroc. C'est un côté dans lequel il va continuer par réfléchir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas comment ça va se changer après, parce que le Maroc n'est pas en Afrique de l'Ouest, le Maroc est en Afrique du Nord, ou bien, et du Nord, ou bien c'est ça, on va ajouter. Mais de toutes les façons, je disais tout à l'heure que la question des droits de l'homme continue toujours par se poser au Maroc. Ce n'est pas de gaieté, ce n'est pas la beauté là-bas, ce n'est pas le bonheur là-bas. Et la richesse est accaparée entre les mains de la famille présidentielle, la famille royale. La famille royale. Et donc, pendant que dans le pays, on dénote certains qui vivent au-dessus du seuil de la normale. Donc, c'est la raison qui me pousse à me demander comment est-ce qu'au Maroc, le régime se maintient de cette façon-là, jusqu'à ce que, il est vrai qu'il y a peut-être quelques velléités qui se soulèvent un peu à gauche, à droite, mais quand même ça se maintient. Comment arrive ce régime-là à se maintenir et à s'imposer et à se faire donc allégeance chaque année, etc. C'est la grande question qu'il faut se poser. Et puis, ça peut même intéresser certains en Afrique de l'Ouest, d'autant plus que ça peut peut-être le venin donc, de la royauté peut un peu intéresser certains pays en Afrique de l'Ouest. Et si jamais ça va bien là-bas, pourquoi est-ce que le monde ne va pas faire une royauté, etc. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant dans les faits. Mais, bon, est-ce que les Marocains sont heureux? S'ils sont heureux, c'est bien. Et s'ils ne sont pas heureux, donc c'est à eux de savoir s'ils sont heureux ou pas.
Peut-être un dernier mot sur le Maroc, Francisco, et puis on passe au Nigeria. Oui, mais quand vous voyez dans toute cette comédie d'allégeance, vous voyez des pères... Mais ce n'est pas une comédie, hein. Pour le roi, c'est... Voilà, pour le roi, c'est une réalité. Vous voyez des pères de famille qui, disons... Mais c'est comme ça dans un royaume. Qui se couchent totalement par terre et pour adorer le souverain, mais c'est pas bien. Il faut qu'on change. Il n'y a que en Afrique encore qu'on voit des choses comme ça. Certains me diront qu'en Asie, il y a ces réalités qui sont là, mais il faut qu'on surpasse. Et à partir du moment où c'est que Dieu existe, c'est que le peuple prie pour que le chef reste toujours en vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont encore, disons, le successeur qui est là, qui assiste à tout, qui voit comment le peuple se prosterne. Et comment l'appelle-t-on? Son fils. Voilà. Et son fils qui est là, qui a peut-être, je crois, 16 ans, et qui est en train de suivre tout, qui prendra certainement la succession. Si, bon, le père meurt vite, si ne meurt pas vite, ça dépendra de qui remplacera. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le Maroc. On passe au sujet suivant, au Nigeria, où la présidence affirme avoir vaincu Boko Haram après 10 ans de conflit. Basile Agbo, c'est vaincu. Est-ce que c'est vrai? Moi, je doute fort. Parce que c'est vrai que à sa prise de pouvoir, le président nigérian avait promis lutter efficacement contre ce truc de Boko Haram. Et on a vu tout ce que ça a donné comme résultat. Mais si on se lève du jour au lendemain pour affirmer qu'on a pu vraiment vaincre Boko Haram, je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Peut-être que c'est des effets d'annonce pour se dire que j'ai fait ce que je voulais faire. Mais on trouve toujours des velléités. Et par exemple, près du Nigeria, le Mali continue toujours de subir des assauts de ces groupes djihadistes-là, qui ne sont pas donc loin de ce que nous appelons les Boko Haram. Et en Afrique, de part et d'autre, on continue toujours de sentir ces menaces djihadistes. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas épargné des pays comme la Côte d'Ivoire, où ils sont venus donc à Bassam là-bas pour tuer les gens. Est-ce que dans la réalité, on peut dire que la secte Boko Haram a été vraiment éradiquée au Nigeria? Bon, reste à démontrer cela dans les autres pays que bien cette secte a été vaincue, mais je ne suis pas tellement sûr. Je crois que c'est un effet d'annonce qu'on est en train de faire pour appâter peut-être les populations pour les élections peut-être. Francisco, Boko Haram est vaincu. Oui, c'est la présidence du Nigeria qui le dit. Oui, la présidence c'est politique. C'est stratégique. Donc, en fait, c'était son annonce lorsque Buhari venait pour la première fois au pouvoir en 2015. Et Buhari avait promis dans sa campagne que quand il venait, comme c'est un ancien général, qu'il venait pour mettre fin et décapiter Boko Haram. Il est venu vers la fin de son mandat, c'est en ce moment que la situation s'est empirée. Et donc, au cours de sa dernière campagne, il a encore réitéré que voilà, c'est maintenant que finalement je vais le faire. Donc, peut-être 2 mois après sa prise de fonction, il proclame qu'il a vaincu Boko Haram. Peut-être qu'il est sur le plan, de démissionner ou bien de rendre le tablier qu'il a accompli sa mission. Mais dire qu'on a vaincu le djihadisme avec ce qu'on voit, on peut avoir un temps d'accalmie, comme on le constate, mais dire qu'on l'a vaincu parce que la frontière avec le Cameroun, ce n'est pas évident. Il y a toujours les incursions. Et même les fameuses filles de Tchoubouk, oui. On ne sait pas si la totalité a été libérée. Les djihadistes aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le pouvoir. C'est d'autres intérêts qui les animent. Il y a le sous-sol, tout ce qu'ils peuvent. Donc, ils peuvent faire des reprises stratégiques et revenir. Mais dire aujourd'hui qu'il a vaincu, et si jamais demain il est encore défié, ça va être grave, parce que ce n'est pas aussi bien ce genre de déclaration. Parce que même les États-Unis, les pays qui ont
plus de renseignements, ne disent jamais qu'ils ont vaincu totalement le djihadisme. Parce que là, le djihadisme, c'est un monstre et qui sera là éternellement. Et, comme je l'ai dit, ça peut être un repli stratégique. Et peut-être pour le président aussi, c'est un ouf de soulagement qu'il y a quelques jours, je n'ai plus eu d'attaque. Mais le jour que ça viendra, ce serait vraiment grave pour lui. Donc c'est l'épée de Damoclès qui plane sur sa tête à partir de cette déclaration. Quand on voit un peu les sorties tonitruantes d'Aboubacar Shekau, qui est toujours là, entre guillemets, invincible, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se méfier de faire ce genre de déclarations? Parce que c'est ce que disait Napopora tout à l'heure. C'est dangereux de faire cette déclaration tapageuse, parce que là, c'est le président qui le dit, c'est avec tout ce que ça contient comme bombance. Et donc, je crois que, bon, si c'est vrai ce qu'il est en train de dire, je crois que l'avenir nous le démontrera. Les jours à venir nous feront comprendre que vraiment ça a été fait. Mais nous doutons de cette réalité-là qu'il veut nous faire sentir en Afrique, peut-être dans le monde entier, où on croit qu'on a vraiment vaincu Boko Haram. Tout le temps, on entend toujours les odeurs de cette affaire-là. Oui. Et donc, nous dire au nord du Nigeria, on demande même aux forces armées de les poursuivre, même si c'est jusqu'au Cameroun. Voilà. Et donc, tout de go, on se lève un bon matin et on acclame, on crie, Urbi et Orbi, qu'on a vaincu Boko Haram. Je dis, c'est dangereux. C'est dangereux. Si ça se déclare et du jour au lendemain, on constate encore qu'il y a des attaques. Alors, Bouhari va nous dire quoi? Que non, bon, peut-être que c'est quelques velléités qui sont en train donc d'être encore mais je crois que c'est irresponsable, enfin, j'utilise le mot d'une façon peut-être un peu trop exagérée, mais c'est irresponsable de proclamer tout de go que la fin de Boko Haram, parce que c'est très dangereux. Les gens là peuvent réagir comme tu es en train de le dire, ils peuvent se dire, mais quand même, nous avons donné un peu de répit, et puis vous croyez nous avoir vaincus, et bien donc le chef de la bande va encore reprendre du chemin. C'est un peu dangereux. Et ceux qui se mobilisent sur le plan international pour aider le Nigeria à contrer cette secte-là, se diront, ah bon, ben, c'est lui-même qui dit que tout va bien, et puis nous, on se retire, on ne se mobilise plus, et bon, peut-être le chaos va arriver un peu après. Donc, c'est un peu irresponsable de faire des déclarations comme celle-là, je crois. Alors, Francisque, vous l'avez touché ce point il y a quelques instants par rapport à ces filles-là qui ont été enlevées. On n'a pas eu une information aussi totale que ces filles-là ont été vraiment libérées, toutes, bien sûr, vivantes, sur leurs pieds. Mais on se fie à ce genre de déclarations, c'est peut-être pour gagner en notoriété ou comment? Non, mais quand on essaie de faire un peu l'analyse de tout ce qui s'est passé depuis l'avènement de cette secte islamiste Boko Haram. Quelle notoriété? Cette histoire de secte de djihadistes, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc, ce n'est pas à défier. Il faut être réaliste. Même lorsque on pense qu'on a vaincu la secte ou bien Emal, il faut du temps, réfléchir, remobiliser les moyens, comme Basile l'a dit, mais les renseignements même qui profitent à la sécurité nigériane, ça ne vient pas du Nigeria. C'est les États-Unis, et la France, l'Angleterre et autres qui donnent les renseignements. Le Nigeria même n'arrive pas à donner de véritables, mais mener une véritable lutte s'il n'y avait pas les choses. Et puis, dans ces pays, souvent, mais mine de rien, un chef même, un général de l'armée, peut en même temps changer de veste. C'est ce qui se passe souvent. Vous êtes dans les rangs des militaires, un camp, et un élément, n'est-ce pas, pique la colère, et puis il tourne l'arme contre les autres. C'est souvent ce qui se passe. Donc, moi je dis, c'est une déclaration à prendre, pas à prendre au sérieux, parce qu'à tout moment, nul n'est épargné. Même les États-Unis qui sont là-bas, ils ne sont pas épargnés de toute attaque à tout moment. Vous avez vu, au moment où les États-Unis avaient fabriqué les boucliers antimissiles, ils attendaient que l'attaque vienne de l'extérieur. Mais ils étaient là, les terroristes ont pensé que les gens là, ils ont déjà fabriqué l'arme
pour nous contrer quand on envoie les missiles de l'extérieur. Pourquoi ne pas aller à l'intérieur, aller prendre leur propre avion de ligne? Donc, les gens sont partis aux États-Unis pendant des années, ils se sont entraînés, ils savent décoller un avion, comment maintenir un avion en l'air, et c'est avec ça que le 11 septembre, et que le World Trade Center a reçu ses impacts, avec bien sûr d'autres attentats éparpillés partout. Donc aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il a vaincu cette force-là qui est cette nébuleuse qui est le terrorisme, le djihadisme. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on l'a vaincu. Il y a un temps, prions que ça continue, que nos pays mettent les moyens suffisamment pour la vraie sécurité. La vraie sécurité, ce n'est pas d'aller espionner les populations pour savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent, ce qu'ils échangent sur le portable. C'est protéger la société face à ces fléaux. Basile Agbo, on va essayer de jeter un regard sur les 10 ans de Boko Haram, l'avènement un peu, comment ça a été finalement, on n'a pas pu réussir à contrecarrer cette nébuleuse-là qui a fait décimer toute une partie de la sous-région ouest africaine. Oui, près de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés dans cette affaire-là. Et je crois que à un moment donné, on se posait la question de savoir la secte-là, quel est l'objectif qu'elle poursuit. Boko Haram, quand on l'explique un peu, on nous dit que non à la culture européenne, c'est-à-dire que non à la culture occidentale, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aillent vers cette culture occidentale-là pour l'avoir à eux. Et donc c'est la raison pour laquelle ils se sont mis dans cette posture-là pour semer un peu la mort un peu partout. Eh bien maintenant, c'est vrai que ça s'est un peu étendu. Vous avez la Libye qui a également accueilli ces dynamiques-là, et puis le Mali à côté, et puis certains autres pays qui ont été également secoués par ces sectes-là. Et tout ce que le monde entier a souffert pendant que la secte-là évoluait de façon disparate, sans qu'on comprenne jusqu'où la secte-là veut aller. Et donc, tous ces morts-là qu'on a déplorés, et tous ces déplacés qu'on a déplorés, et tous ces lycéens, donc sont maintenant plus de 100 et quelques lycéens qui ont été, donc, plus de 200, je crois. 200 lycéens qui ont été pris. Donc, 217. Et après, qu'est-ce que nous avons vu? C'est des filles qu'on mariait par-ci, par-là. Certaines sont tombées enceintes. On a libéré certaines d'une certaine façon-là. Et donc, jusqu'à ce que les élections aient lieu et Bouhari a pris le pouvoir, en arguant du fait qu'il va tout faire pour que la secte-là soit complètement décimée. C'est vrai aujourd'hui qu'il a comme l'impression qu'ils ont poursuivi cette secte-là jusqu'à un certain moment. On n'en entend plus parler réellement. Mais aujourd'hui, il y a des gangs internationaux qui meublent la vie sécuritaire au Nigeria. Dans le nord du Nigeria et autres, là, on annonce ces gangs-là qui continuent de semer le bordel dans ce milieu-là. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que Boko Haram ne parle plus, les sectes djihadistes ne parlent plus, que dit-on de ces gangs-là internationaux qui continuent de semer la pagaille? Est-ce que c'est ça qui s'est transformé là? Donc, affirmer tout de go, c'est ça, moi je dis. C'est vrai que le cheminement que nous avons suivi avec Boko Haram jusqu'à ce jour ne nous permet pas d'être confiants sur ce que le gouvernement nigérian est en train d'affirmer. Parce que rien ne nous laisse dire qu'il y a de l'éclaircie dans cette affaire-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je disais que c'est un peu irresponsable de faire de cette affirmation, puisque le problème sécuritaire continue toujours d'être préoccupant dans le Nigeria et peut-être un peu autour du Nigeria aussi. Et donc, si on observe tout ce que le Nigeria a vécu, tout ce que le monde a vécu au cours de cette affaire de Boko Haram, on ne peut pas se lever un bon matin pour l'affirmer et pour se faire voir comme... Peut-être que c'est pour rassurer les populations. On ne peut pas rassurer les populations quand on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de dire, puisque les responsables des sectes sont toujours vivants. Et tenez-vous bien, après cette sortie de la déclaration de la présidence, on ne sera pas étonné de voir Boubacar Cheka faire une sortie avec tonitruante et seulement encore le bordel un peu partout. C'est ça. À moins que ce soit la stratégie de Bouhari de les faire sortir pour les accueillir. À moins que même il aurait dû laisser
cette initiative à un ministre comme Bawala, s'il n'y en a pas là-bas. En fait, vous savez, la voyoucratie de l'Occident est grande. Qui aurait cru qu'on va trouver les missiles français au niveau du général Haftar, au niveau en Libye? Est-ce que vous voyez? Et on dit non. Mais ils ont démenti. Entreposé. Ouais, ils ont dit que c'était Ils n'ont pas dit que c'est pas pour eux, que c'était entreposé pour être détruit. Pour être détruit, ils ne peuvent pas détruire ça en Europe, c'est en Afrique. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les raisons où on voit les maladies Ebola et autres. C'est les armes qu'on utilise à tue-tête sur nos continents. Justement, après ces maladies. Il y a une question. On sait que dans la sous-région ouest africaine, quand on parle de la première force militaire, c'est le Nigeria. On n'a pas pu réussir à contrecarrer vraiment les actions ignobles de la secte islamique. C'est une nébuleuse qui évolue de stratégie en stratégie. Même dans la communication, lui parlait d'endoctrinement. Aujourd'hui, mais les djihadistes, ils recrutent dans tout. La preuve, même les Français partent pour aller combattre aux côtés des djihadistes. Même quand vous prenez le système de communication, dans le temps, ils ne communiquaient qu'en arabe. Mais aujourd'hui, quand vous voyez même les plateformes Internet, dans toutes les langues, ça veut dire qu'ils ont quitté l'aspect juste religion pour s'étendre à d'autres religions. Donc, ils recrutent même parmi les chrétiens. Si vous voyez, même en temps, il y a eu un documentaire sur nos amis de la Centrafrique où le commentateur disait, lorsqu'il est allé rencontrer les gens de la Séléka, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait des chrétiens et autres. Ici, ce qui les réunit, c'est l'intérêt. C'est le gain qu'ils vont trouver. De l'autre côté, l'Occident, lui, il a besoin du sous-sol africain. Donc, on manipule tout le monde et les gens prennent les armes. Visiblement, au Nigeria, il n'y a rien qui part. Hein. Pour le Mali, on comprend un peu pour la Libye également. Mais le Nigeria, enfin, le pétrole... Il y a le pétrole. Le pétrole, en quoi le pétrole profite? Et ce qui est un peu marrant aussi, c'est ce côté, l'armement de Boko Haram. Oui, mais... Les 4x4 qui sont souvent utilisés. C'est ce que je dis. L'armement, parfois c'est l'armement de l'armée régulière. Qui dépasse des fois même. Hein? Eh bien, justement, donc ils ont des chars. Ces chars-là ne sont pas comme ça achetés ailleurs. Ce sont des chars appartenant au Nigeria que l'armée régulière a achetés. Ou parfois c'est des trucs dans les trucs des Nations Unies. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des missiles français qu'on a retrouvés. Mais en temps, c'était de montrer que ce soit la Syrie fournissait les armes. Même l'Amérique à un moment donné. Donc, en fait, les gens créent des problèmes pour vendre les armes. L'Amérique, surtout, vous avez vu ce que Donald Trump a fait au niveau de l'Iran, tout dernièrement. Mais c'est ça, vendre les armes, faire augmenter le prix du pétrole. Le lobbying des armes. Le lobbying des armes et faire grimper le prix du pétrole. Au même moment, vous avez vu, toutes les valeurs du World Trade ont bondi. Donc voilà, c'est à nous les Africains et puis nos frères iraniens et autres de comprendre que nous, on doit se serrer la main pour faire face à ceux-là qui profitent de nous. Le Nigeria a du pétrole, mais il faut aller... Et comment l'appelle-t-on? Il faut que les populations aillent trouer les pipelines pour pouvoir trouver du carburant. Est-ce que vous voyez? Les coupures de l'électricité. Ça contamine toute la région africaine. Les coupures, à Cotonou, on a le Payo, à Lomé, on a Boudé, au Nigeria, et bon voilà. Mais tout ça, bien, si ce n'est pas les pirateries, donc c'est ce genre de trucs qui alimentent même certaines de nos soutes de carburant. Il y a des gens qui garent leur véhicule. Vous savez qu'il y a des véhicules, quand vous mettez le carburant, quand c'est du carburant, disons, freuraté ou du mauvais carburant, le véhicule démarre et ça s'éteint, ça ne démarre plus. Mais il y a des gens qui ont acheté, à côté ici, du carburant dans les stations d'essence. Ils ont démarré leur véhicule qui n'allait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que même ces carburants de contrebande, parfois se retrouvent dans les stations régulières. Et on nous vend. Tout ça, c'est la conséquence directe de Boko Haram qui est toujours présent effectivement, sur le terrain. Effectivement. Quand on nous dit qu'on est parvenu à vaincre cette nébuleuse, je crois que ce n'est pas très bien
de raconter des... Alors, que faut-il dire, justement? Que faut-il dire? Il faut faire comprendre que la lutte n'est pas finie. C'est une lutte sans merci. Oui. Parce que la nébuleuse, là, n'est pas prête. Il faut prête reconnaître aussi que la lutte est un peu asymétrique, hein, parce que quand Boko Haram est ici, la force régulière est là, et on n'arrive pas vraiment à la circonscrire. Le Nigeria même est complexe sur le plan sécuritaire. Parce que vous avez fait un tour au Nigeria, vous allez voir que le pays est à multiples variantes. Je quittais Lomé pour aller donc au Nigeria, je suis passé par la route. Eh bien, on a dû convaincre quelqu'un pour qu'il monte dans notre véhicule pour nous diriger jusqu'à ce que nous arrivons à Lagos. Non, mais... Parce que si jamais lui n'est pas avec nous, c'est à chaque niveau nous allons sortir, on va nous dépouiller de tout ce que nous avons comme bien jusqu'à ce qu'on arrive à Lagos. Donc, ça veut dire qu'il y a des bandes et puis des hors-la-loi qui font la loi un peu partout. Et même quand vous tombez même dans le Nigeria lui-même, c'est tellement... La corruption, elle est là, on en parle tout le temps. Et puis, ce qui fait que ce pays, il y a du boulot à faire pour ce pays-là. Et encore que nous sommes en train d'évoluer vers cette affaire d'éco que nous voulons partager avec le Nigeria et le Ghana et autres. Là, toute la question se pose de savoir est-ce que nous aurons une stabilité en Afrique lorsque nous aurons mis tout ça là ensemble. Peut-être qu'on va revenir après l'info pour dire un mot et puis passer au sujet suivant. Messieurs et dames, si vous nous regardez, sachez bien sûr que vous êtes dans Regard Croisé. Une pause s'impose, l'info est juste derrière. On se retrouve encore.